Bonjour, nous allons essayer durant cette séance d'étudier le chapitre 3, à savoir les emprunts indivis. Normalement, il existe différents types d'emprunts. On ne s'intéressera ici qu'aux emprunts dits indivis, par opposition aux emprunts divisés en coupures de même montant que l'on appelle emprunts obligataires. Ces emprunts indivis correspondent à des cas extrêmement fréquents, prêts aux particuliers, dits personnels, prêts immobiliers, prêts de crédit à moyen ou long terme pour des filiales spécialisées des banques, etc. Un emprunt indivis est un emprunt contracté auprès d'un seul prêteur. Un tel emprunt, il fait l'objet d'un remboursement selon différentes modalités contractuellement fixées appelées modalités d'amortissement, qu'on aura l'occasion d'étudier durant cette séance. Le contrat de prêt indique la séquence, c'est-à-dire le remboursement, il se fait en une seule ou bien en plusieurs fois. Et la durée de mise à disposition des fonds, le taux d'intérêt, la périodicité des versements des intérêts et le plan d'amortissement du capital. L'emprunteur verse au prêteur des intérêts à intervalles réguliers sur le capital détenu au cours de la période écoulée et rembourse le capital emprunté soit en une seule fois à l'échéance, soit en plusieurs fois. On supposera que les remboursements se font en fin de période. Par ailleurs, précisons qu'à chaque paiement, le montant des intérêts est calculé sur le capital restant à rembourser. Donc, il faut retenir ça, c'est très important. Le montant des intérêts, il est calculé sur le capital restant à rembourser. De façon générale, l'emprunteur verse à la payième échéance une annuité notée à P, payée à la fin de la période P et comportant, donc cette annuité, elle comporte deux sommes. La première, elle constitue l'intérêt créé pendant la période P, qu'on note IP, et calculé sur le capital restant à rembourser. Le capital restant à rembourser, c'est la dette restante. On la note DP-1. Et puis, cette annuité AP, elle comporte, en plus des intérêts créés pendant la période P, elle comporte également un amortissement. Ou bien, c'est un remboursement qu'on note MP, remboursement du capital emprunté. On peut donc écrire l'annuité AP est égale IP plus MP, l'amortissement. L'intérêt créé pendant la période qu'on calcule sur le capital restant dû n'est rien d'autre que I, le taux d'intérêt I fois DP-1, la dette restante, plus l'amortissement. MP, qu'on note MP. Et D0, la dette, c'est-à-dire le capital qu'on a emprunté à la date 0, est égal M1 plus M2 jusqu'à Mn, c'est-à-dire c'est la somme des amortissements. Donc, D0, c'est le capital emprunté, c'est la dette à la date 0. C'est la somme des amortissements. Et on avait vu que le capital emprunté,
dans le chapitre des annuités, n'est rien d'autre que la somme actualisée des N versements ou remboursements faits à la fin de chacune des N périodes. C'est la somme actualisée des annuités versées à la fin de chacune des N périodes. Voilà le schéma. D0, c'est la somme actualisée, c'est la valeur actuelle des N versements, des annuités versées de chacune des N périodes. Voilà la première période. À la fin de la première période, on verse A1, l'annuité A1. Et A1 est égal à I1 plus M1, l'amortissement, une somme liée à l'amortissement et une somme liée aux intérêts. À la fin de la deuxième période, la même chose. I2, l'intérêt créé durant la période 2 et qui est calculé sur la dette restante, plus l'amortissement 2. Jusqu'à la énième période. À la date 0, le montant de la dette restante n'est rien d'autre que le montant de l'emprunt. C'est la valeur actuelle des versements, des annuités qu'on va verser à la fin de chaque période. Donc, à la date 0, le montant de la dette restante est égal au montant de l'emprunt qu'on note D0. À la date N, après le dernier versement, la dette restante est égale à 0. La dette de début de période P plus 1 est alors dP, qu'on note dP, est égal dP moins 1 moins l'amortissement MP. La dette en fin de la dernière période, c'est-à-dire le début de la période N plus 1, il doit être totalement payé. Donc, dN est égal à 0. Pourquoi? Parce que dN moins 1 est égal à Mn. C'est la même chose quand vous le faites en comptabilité générale. Ainsi, le tableau d'amortissement est comme suite. Donc, il est constitué comme suite. La première colonne, on note les périodes, 1 jusqu'à la nème période. La deuxième colonne, c'est le capital restant dû. Et le capital restant dû, c'est le capital en début de période. Par exemple, pour la première période, le capital en début de période, c'est-à-dire à la date 0, c'est D0. En début de la deuxième période, on le note D1. Jusqu'à la nème période, on le note Dn-1 parce que c'est le capital en début de la nème période. La troisième colonne concerne l'intérêt de la période. Le cas général IP. On avait dit que c'est dP-1, la dette restant due, fois I, le taux d'intérêt. La quatrième colonne concerne l'amortissement de la période. Et puis, la dernière colonne concerne l'annuité de la période, l'annuité qui n'est rien d'autre que la somme de l'intérêt et de l'amortissement. De façon générale, AP est égal à IP plus MP. Et puisque la dette des zéros, c'est la somme des amortissements, donc pour obtenir par exemple D1,
le capital en début de la deuxième période, bien le capital restant dû après avoir payé les intérêts de la première période, on ne note des 1 n'est rien d'autre que des zéros, c'est-à-dire le capital en début de la première période, moins l'amortissement de la première période. De même, le capital en début de la troisième période, qu'on note D2, est égal le capital en début de la deuxième période, qu'on note D1, moins l'amortissement payé, l'amortissement de la deuxième période. Ainsi de suite, jusqu'à Dn-1, le capital dû en début de la énième période, qu'on note Dn-1, est égal Dn-2 moins l'amortissement N-1. Et bien sûr, l'annuité AN n'est rien d'autre que l'intérêt IN plus MN. On va voir à la fin un exemple pour bien illustrer et bien assimiler le contenu du tableau d'amortissement. Donc, retenons la somme totale remboursée, c'est-à-dire la somme de toutes les annuités, de tous les versements est égale à 1 plus A2 jusqu'à AN. Ça, c'est la somme des annuités, c'est la somme totale que doit rembourser l'emprunteur. Mais la somme empruntée au début, c'est-à-dire des zéros, c'est la somme des amortissements. C'est la somme des amortissements. C'est-à-dire, si on actualise A1 plus A2 plus AN, la somme actualisée des N versements, des N annuités, on va obtenir des zéros. Mais on doit actualiser les annuités. Alors que des zéros, c'est la somme des amortissements. Donc la différence, c'est quoi entre les deux? La différence, c'est le coût de l'emprunt. Autrement dit, c'est la somme des intérêts. En effet, le coût de l'emprunt est égal à la somme totale remboursée, la somme de toutes les annuités, moins le capital emprunté au début, moins des zéros. Et ça n'est rien d'autre que la somme des intérêts. Parce que des zéros, c'est quoi? C'est M1 plus M2 plus jusqu'à Mn. Donc, si on fait A1 plus A2 plus jusqu'à AN moins des zéros, c'est-à-dire moins M1, moins M2, moins jusqu'à Mn, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est égal à A1 moins M1 plus A2 moins M2 plus A3 moins M3 plus jusqu'à AN moins Mn. Et on sait que AN, AP en général est égal à IP plus MP. Et donc, la différence entre AP moins MP, c'est IP. Donc, on va obtenir I1 plus I2 plus jusqu'à IN, qui n'est rien d'autre que la somme des intérêts. Donc, le coût de l'emprunt est égal, C est égal à 1 plus A2 plus AN moins des zéros, est égal à la somme des intérêts. Donc, la somme des annuités moins des zéros, c'est-à-dire le capital emprunté, la dette à la date 0, est égale à la somme des IP, allant de 1 jusqu'à N. Précisons par ailleurs que les prêts diffèrent entre eux par les rythmes d'amortissement du capital. C'est-à-dire qu'il y a
différents types de modalités d'amortissement. On va commencer par le cas qui est le plus fréquent, c'est le remboursement par annuité constante. D'après le chapitre des annuités, le capital emprunté des euros n'est rien d'autre que la valeur actuelle des versements, c'est-à-dire des annuités AP qui sont égales à A. Et la formule est donc comme suite, ce qu'on avait vu la dernière séance. D0 est égal à fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1 sur I. Et il y a donc une équivalence entre les deux équations suivantes. D0 est égal à fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1 sur I. À partir de là, on peut obtenir l'annuité. Et c'est-à-dire si on a l'annuité, on peut obtenir des zéros. Si on veut chercher l'annuité, on a des zéros, donc il y a une équivalence entre les deux équations. Ainsi, on va obtenir A. A n'est rien d'autre que des zéros fois I divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1. Ces formules, on les a déjà vues là dans le chapitre des annuités. Précisons par ailleurs que dans un emprunt d'un capital des zéros par annuité constante, notez A, donc puisque les annuités sont constantes, AP est égal à AP plus 1 est égal à N est égal à 1 est égal à 2, est égal à A, une constante A, les amortissements varient selon une progression géométrique de raison 1 plus I. Donc, c'est-à-dire, là, il s'agit d'une loi des amortissements. Si on écrit, par exemple, l'égalité de deux annuités successives de rang P et P plus 1, c'est-à-dire KP moins 1, qui n'est rien d'autre que DP moins 1, c'est-à-dire le capital restant dû fois I, qui n'est rien d'autre que IP. Donc, IP plus MP est égal à IP plus 1 plus MP plus 1. Or, on sait que DP est égal à DP moins 1 moins MP. Et donc, on va obtenir MP plus 1 est égal à MP fois 1 plus I. Et en appliquant à MP cette relation et en remontant progressivement, on obtient MP est égal à M1 fois 1 plus I à la puissance P-1. Et donc, les amortissements varient donc selon une progression géométrique de raison 1 plus I. Donc, ce qu'il faut retenir, si on est dans un emprunt d'un capital des zéros par annuité constante, c'est-à-dire dans le cas des annuités constantes, les amortissements varient selon une progression géométrique de raison 1 plus I. Et donc, on obtient la formule suivante. AP plus 1 est égal à AP est égal à une constante A, c'est-à-dire remboursement par annuité constante, implique que MP plus 1 est égal à 1 plus I fois MP. Les amortissements, notés MP, suivent une progression géométrique de raison 1 plus I. Exemple, pour bien assimiler ceci, on va faire un exemple. Une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams, au taux annuel 10%, remboursable par le versement en fin de chaque année de 4 annuités constantes.
Une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams. Donc, D0 est égal à 40 000. Le taux, il est annuel, 10%. Les remboursements se font à la fin de chaque année. On a 4 périodes, 4 annuités constantes, c'est-à-dire à la fin de chaque année. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. On nous demande d'établir le tableau d'amortissement de cet emprunt et par la suite déduire le coût de l'emprunt. On avait dit que le coût de l'emprunt n'est rien d'autre que la somme des intérêts. On a le montant du capital emprunté, D0 est égal à 40 000. On a aussi le nombre d'annuités N, 4, ainsi que le taux d'intérêt, 10%. Donc, on peut facilement déduire la valeur de l'annuité constante d'après les équations équivalentes données dans le cours. A est égal à T0 fois I divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. On fait une application numérique. A est égal à 40 000 fois 10% divisé par 1 moins 1 plus 10% à la puissance moins 4. Ça vous donne 12 618,832. Pendant la première année, le capital dû en début de cette première année des zéros produit un intérêt égal à I1 est égal à D0 fois I. C'est-à-dire 40 000 fois 10% est égal à 4 000. Il nous reste à calculer l'amortissement de cette première année M1 pour compléter la première ligne de notre tableau d'amortissement. M1 est égal à l'annuité A moins I1. Parce qu'on avait dit que l'annuité est égale à l'intérêt plus l'amortissement. On a calculé I1 puisqu'on a des zéros et on a le taux d'intérêt. Donc, il nous reste à calculer M1. M1 est égal à qui est 12 618,832 moins I1 qui est de 4000. Ça vous donne 8 618,832. On peut utiliser deux méthodes pour compléter le tableau. Soit en utilisant la propriété selon laquelle les amortissements sont en progression géométrique de raison 1 plus I lorsque les annuités sont constantes, et c'est le cas de notre exemple, soit en complétant le tableau de la même manière avec laquelle nous avons procédé dans la diapositive précédente, à savoir ligne par ligne. Dans ce cas, on calcule le capital dû en début de la deuxième année, D1, puis l'intérêt I2, ensuite l'amortissement M2 et ainsi de suite. D1, qu'est-ce qu'on avait dit, est égal à D0 moins M1, l'amortissement M1, c'est-à-dire 40 000 moins 8 618,832. Ça nous donne 31 381,168. Une fois qu'on a D1, on peut calculer l'intérêt I1. Une fois qu'on a l'intérêt I2, pardon. Une fois qu'on a l'intérêt I2, on peut calculer l'amortissement M2, puisqu'on a l'annuité, elle est constante. Ainsi de suite. Et voilà le tableau d'amortissement. Et je vous laisse le soin de compléter le tableau. Et on revient pour la correction d'ici 15 minutes. Je vous donne 15 minutes pour compléter le tableau.
Donc, on passe à la correction. Donc, on avait trouvé l'annuité de la période, c'est 12 618,832. On a trouvé le capital dû en début de la deuxième période, 31 381,168. Parce que qu'est-ce qu'on avait fait? 40 000 moins l'amortissement. Le capital dû en début de la première période moins le premier amortissement, M1 qui est de 8 618,832. Et ainsi, une fois qu'on a le capital dû en début de période de la deuxième période, moins l'amortissement. Donc, qu'est-ce qui nous reste à trouver? L'intérêt. 3 000 parce que l'annuité moins l'amortissement est égal l'intérêt I de 3 138,119. Et ainsi de suite. Sinon, vous pouvez utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire les amortissements, ils suivent une progression géométrique de raison 1 plus I, étant donné qu'on est dans un cas d'annuité constante, d'un remboursement par annuité constante. On a l'annuité qui est constante, 12 618,832. On avait calculé l'intérêt de la première période qui est de 4 000. Donc, on a obtenu facilement l'amortissement de la première période en faisant annuité moins l'intérêt. Ça nous a donné l'amortissement de la première période. Une fois qu'on a l'amortissement de la première période, on peut avoir l'amortissement de la deuxième période, on peut avoir l'amortissement de la troisième période, de la quatrième période, étant donné que les amortissements suivent une progression géométrique de raison 1 plus I. C'est-à-dire, donc, on va multiplier M2 est égal à M1 fois 1 plus I, ainsi de suite. Une fois qu'on a rempli le tableau d'amortissement, donc avec cette deuxième méthode, avec la deuxième méthode, une fois qu'on aura les amortissements, on peut facilement avoir le capital dû en début de période. Étant donné que le capital de la deuxième période, en début de la deuxième période, est égal le capital dû en début de première période moins l'amortissement, le premier amortissement. Une fois qu'on a le capital dû en début de la deuxième période, et on a déjà l'amortissement de la deuxième période, on peut avoir le capital dû en début de la troisième période, qui n'est rien d'autre que le capital dû en début de période, de la deuxième période, moins l'amortissement de la deuxième période, c'est-à-dire 31 381,168 moins 9 480,715. Ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'annuité, par la suite les amortissements, par la suite le capital dû en début de période. On peut maintenant passer à l'intérêt, étant donné que l'annuité n'est rien d'autre que, l'intérêt n'est rien d'autre que l'annuité moins l'amortissement. Et remplir la colonne des intérêts. Donc, c'est très facile. Il suffit de revoir le cours et de refaire cet exemple pour bien assimiler les deux méthodes. Par la suite, on nous demande, une fois qu'on a rempli le tableau d'amortissement de l'emprunt, de calculer le coût de l'emprunt. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le coût de l'emprunt
Notre TC n'est rien d'autre que la somme des annuités moins des zéros, moins la dette. La date zéro, c'est-à-dire l'emprunt des zéros, le montant de l'emprunt. A1 plus A2 plus A1, la somme des annuités, puisque l'on a annuité constante, est égale à 12 618,832, on va la multiplier par 4. Puis A1 est égal à 2, est égal à 3, est égal à 4, est égal à 12 618,832. On multiplie par 4, moins des euros qui est de 40 000. Ainsi, on obtient 10 475,328. Et si on fait la somme de I1 plus I2, les intérêts I1 plus I2 plus I3 plus I4, on va obtenir 10 475,328. Si on ne trouve pas la même chose, ça veut dire qu'on s'est trompé de calcul. Il faut refaire les calculs. Si on utilise le fait que les amortissements suivent une progression géométrique de raison 1 plus i, c'est-à-dire 1,1, puisque les annuités sont constantes, alors nous aboutirons au même tableau d'amortissement. C'est ce que je vous ai expliqué lorsqu'on était en train de compléter le tableau d'amortissement. Et donc, une fois qu'on a le premier amortissement, on peut calculer les autres amortissements en utilisant la formule MP plus 1 est égal à 1 plus I fois MP. Suite géométrique de raison 1 plus I. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'annuité, on a les amortissements, on peut calculer les intérêts, les capitaux restants dus. Pour avoir les intérêts, c'est l'annuité moins l'amortissement, pour remplir la colonne des intérêts. Pour remplir les capitaux restants dus, à chaque fois, c'est le capital restant dû de la période précédente moins l'amortissement de la période précédente. Étant donné que des zéros, le capital emprunté est la somme des amortissements. Même chose qu'en comptabilité générale de S2. Il y a autre mode de remboursement. On vient de voir le remboursement par annuité constante. Maintenant, on passe au remboursement par amortissement constant et le remboursement final. Lorsqu'on parle de remboursement par amortissement constant, là, qu'est-ce qu'on considère? On considère que l'amortissement est constant. On parle d'amortissement linéaire comme en comptabilité générale. L'amortissement étant linéaire, donc on divise le montant de l'emprunt par le nombre des amortissements. Les annuités et les intérêts suivent une progression arithmétique dont la valeur absolue de leur raison est la même. Dans le cas qu'on vient de voir, le remboursement par annuité constante, il y avait une loi des amortissements, c'est-à-dire, dans le cas des annuités constantes, les amortissements suivent une progression géométrique de raison 1 plus i. Ici, dans le cas d'un remboursement par amortissement constant, lorsque l'amortissement est linéaire, on parle d'amortissement constant. Dans ce cas, les annuités et les intérêts, ils suivent une progression non pas géométrique, mais arithmétique. Donc, il faut retenir ça. Ça va vous faciliter les calculs. Dans la valeur, donc les annuités et les intérêts suivent une progression arithmétique dont la valeur absolue de leur raison est la même.
Concernant le remboursement final, c'est un système dans lequel on ne paie que les intérêts périodiquement. C'est un système dans lequel on ne paie que les intérêts périodiquement. Ces intérêts restent alors constants sur toute la période d'emprunt. Pourquoi? Parce que le capital restant dû reste le même. On ne verse pas les intérêts au début. Et donc l'emprunteur rembourse la totalité du capital emprunté lors de la dernière échéance. Donc, dans le remboursement final, qu'est-ce qu'on paie? On ne paie que les intérêts. À la fin de chaque période, on paie les intérêts. On ne paie pas les amortissements. Donc, qu'est-ce qu'on paie? On paie les intérêts, pas d'amortissement. Quand est-ce qu'on paie la totalité du capital emprunté, c'est-à-dire la somme des amortissements? C'est lors de la dernière échéance. Pourquoi? Parce que tous les amortissements précédents, ils sont nuls, sauf le dernier qui est égal au capital emprunté. Donc, dans cette modalité de remboursement, on ne paie que les intérêts périodiquement. À la fin de la première période, par exemple, si on a 4 périodes, c'est-à-dire les 3 premières périodes, on ne paie que quoi? On ne paie que les intérêts. Le capital restant dû est toujours le même. Par conséquent, les intérêts sont égaux. Ils sont constants sur toute la période d'emprunt. Et l'emprunteur, qu'est-ce qu'il fait? Il rembourse la totalité du capital emprunté lors de la dernière échéance, puisque tous les amortissements sont nuls. Ça, c'est juste une introduction. Par la suite, on va voir les détails et des exemples pour bien illustrer, bien assimiler le contenu de chaque remboursement, comme on l'a fait concernant en ce qui concerne les amortissements, les annuités, le remboursement par annuité constante. Donc, cas d'amortissement constant. Reprenons, on va reprendre l'exemple précédent. Mais cette fois-ci, ce sont les amortissements qui sont constants et non pas les annuités. Donc, une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams, au taux annuel 10%, remboursable par le versement en fin de chaque année de 4 annuités. On suppose que les amortissements sont constants. Donc, on va établir le tableau d'amortissement de cet emprunt. Par la suite, on déduit le coût de l'emprunt. On reprend le même exemple pour pouvoir par la suite voir quelle est la meilleure modalité. En tant qu'emprunteur, par exemple, quelle modalité dois-je choisir? Bien sûr, je dois choisir celle dont le coût est moindre. Les amortissements sont constants, donc on le note M est égal à 40 000 divisé par 4. Ça nous donne 10 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, on a la colonne des amortissements, M est constant, donc on va écrire M1, M2, M3, M4 est égal à 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On complète la colonne par la suite du capital restant dû, vu qu'on a les amortissements. Et on sait que D0 est égal à la somme des amortissements. M1 plus M2 plus M3 plus M4. Donc, on peut obtenir D1, D2 et D3. On peut remplir donc la colonne du capital restant dû. D1 est égal à D0 moins M. C'est 40 000 moins 10 000, ça nous donne 30 000. D2, c'est D1 moins M, c'est 20 000. D3, c'est D2 moins M, c'est 10 000. Ensuite, on complète la colonne des intérêts puisqu'on a les capitaux dus.
et le montant des intérêts est calculé sur le capital restant à rembourser. Donc, on a les amortissements, on a rempli la colonne des amortissements, la colonne du capital restant dû. Une fois qu'on a le capital restant dû, on peut calculer les intérêts, puisque les intérêts sont calculés sur le capital restant à rembourser. Par la suite, on passe à la colonne des annuités, étant donné que l'annuité n'est rien d'autre que l'intérêt plus l'amortissement. On a l'intérêt, on a l'amortissement, donc on fait la somme pour avoir A1, A2, A3, A4. En effet, quant à l'annuité, on la calcule en ajoutant à l'intérêt de la période l'amortissement constant. Ainsi, notre tableau d'amortissement, selon la procédure du remboursement par amortissement constant, sera comme suit. Voilà. Donc, on a calculé l'amortissement de la période. Il est constant, donc on divise par 4. Le capital emprunté par 4. Ça nous, 40 000 divisé par 4, ça nous donne 10 000. On remplit 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On peut remplir le capital dû en début de la période. On a déjà le D0, mais pour calculer D1, concerne le capital dû en début de la deuxième période, c'est D1, est égal à D0, qui est 40 000, moins l'amortissement M1, qui est 10 000, qui est une constante M. Ça vous fait 30 000. La même chose, 30 000 moins 10 000, ça vous donne 20 000. 20 000 moins 10 000, ça vous donne 10 000. Et bien sûr, concernant la dernière période, le capital restant dû est égal à l'amortissement de la période. Puisqu'on n'a plus rien à payer durant la 5e période. Une fois donc qu'on a rempli, qu'on a calculé le capital dû en début de la période, qu'est-ce qu'on fait? On peut calculer l'intérêt de la période. Puisque l'intérêt de la période n'est rien d'autre que le capital fois le taux d'intérêt. Le capital dû en début de période, ou bien on appelle le capital restant dû, fois l'intérêt. 40 000 fois 10%, ça vous donne 4 000 pour la première période. Deuxième période, I2 est égal à 30 000 fois 10%, 3 000. Troisième période, c'est 2 000. Quatrième période, c'est 1 000. C'est le capital restant dû. Combien nous reste ici? 10 000. 10 000 fois 10%, ça vous donne l'intérêt de la période. Une fois qu'on a rempli la colonne de l'intérêt de la période, on peut facilement remplir la colonne de l'annuité de la période, étant donné que l'annuité MP est égale à IP plus MP. MP ici, c'est M, puisque l'amortissement est constant. Donc, 4 000 plus 10 000, ça vous donne A1, l'annuité A1 est égale à 14 000. L'annuité A2 est égale à 3 000 plus 10 000, c'est 13 000. L'annuité A3 est égale à 2 000, l'intérêt de la troisième période, 2 000 plus l'amortissement 10 000, ça vous donne 12 000. Et puis, pour l'annuité de la quatrième période, c'est l'intérêt de la dernière période, 1 000 plus l'amortissement de la dernière, plus 10 000, ça vous donne 11 000. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les annuités, ils suivent une progression arithmétique de raison moins 1000. Qu'est-ce qu'on avait pour A1? 14 000. A2, 13 000. La différence, c'est moins 1000. 13 000 moins 14 000, c'est moins 1000. A3, c'est 12 000 moins 13 000, c'est 1000. A4 moins A3, 11 000 moins 12 000, c'est moins 1000. Donc, ils suivent une progression arithmétique de raison moins 1000. Les intérêts aussi, ils diminuent de 1000 dirhams. Lorsqu'on dit ils diminuent, on ne va pas dire diminue de moins 1000. Déjà, le fait de dire diminuer, c'est-à-dire à chaque fois, ça diminue de 2000 dirhams.
baisse de 1000 dirhams. Ou bien on peut dire, ils suivent une progression arithmétique de raison moins 1000. Pour I2, c'est 3000 moins I1. 3000 moins 4000, c'est moins 1000. 2000 moins 3000, c'est moins 1000. Et 1000 moins 2000, c'est moins 1000. Donc, les intérêts, les annuités et les intérêts suivent une progression arithmétique de raison moins 1000. C'est-à-dire, elle diminue de 1000 dirhams, de période en période. Maintenant, on va essayer de calculer le coût de l'emprunt concernant ce cas d'amortissement constant. Dans le cas d'amortissement constant, le coût de l'emprunt, toujours la même formule, C est égal à A1 plus A2 plus la somme des annuités moins des zéros. Le montant de l'emprunt. A1 c'est 14 000 plus A2 13 000 plus 12 000 plus 11 000 moins 40 000. Ça vous donne 10 000. Si on calcule la somme des intérêts, on doit normalement trouver la même chose. C'est le coût de l'empreinte égale I1 plus I2 plus I3 plus I4, c'est-à-dire 4000 plus 3000 plus 2000 plus 1000, ça vous donne 10 000. Donc, on ne s'est pas trompé de calcul. Le coût de l'emprunt, c'est la somme des intérêts et c'est la somme des remboursements des annuités moins le montant de l'emprunt des zéros. Maintenant, le cas d'un remboursement final. On va reprendre l'exemple toujours précédent, mais cette fois-ci, la procédure utilisée est celle d'un remboursement final. Une personne emprunte un capital de 40 000 dirhams, auto annuel 10%, remboursable par le versement en fin de chaque année de 4 annuités. Établir le tableau de cet emprunt, en déduire le coût de cet emprunt. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les intérêts restent constants sur toute la période d'emprunt. Et l'emprunteur, il rembourse la totalité du capital emprunté lors de la dernière échéance, puisque tous les amortissements sont nuls, sauf le dernier qui est égal au capital emprunté. Et les intérêts sont constants étant donné qu'ils se calculent sur le capital restant dû, qui est toujours le même, qui est le montant de l'emprunt, le capital emprunté au départ. Donc, je répète, les intérêts restent constants sur toute la période d'emprunt et l'emprunteur rembourse la totalité du capital emprunté lors de la dernière échéance puisque tous les amortissements sont nuls, sauf le dernier qui est égal au capital emprunté. Donc, le capital restant dû reste le même. Le capital restant dû reste le même. On ne l'amortit pas puisque la part consacrée à son amortissement est nulle. Quant aux intérêts, ils restent ainsi constants, étant donné qu'ils sont calculés sur le capital restant dû qui reste le même. Ainsi, on peut facilement remplir le tableau d'amortissement de l'emprunt dans le cas d'un remboursement final. Donc, pendant toutes les périodes, le capital dû en début de période reste constant. Dans ce cas, c'est le capital qui reste constant. Donc, toujours 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. On ne l'amortit pas. Et par conséquent, l'intérêt, donc on remplit d'abord les amortissements de la période. Zéro, la première période c'est zéro, les amortissements sont nuls, sauf pour la dernière période. On a, qu'est-ce qu'on a? On a le montant total de l'emprunt 40 000. Et puis, on calcule l'intérêt de la période, étant donné qu'il se calcule sur la base du capital restant dû, qui est dans ce cas reste le même, 40 000. Et donc, automatiquement, l'intérêt de la période est le même. Il est aussi constant.
C'est 4 000, 4 000, 4 000, 4 000. 40 000 fois 10%. Et on peut facilement calculer l'annuité de la période étant donné que l'annuité est égale à l'intérêt plus l'amortissement. Donc l'annuité de la première période c'est 4 000, de la deuxième période 4 000, la troisième période c'est 4 000. Par contre pour le quatrième, c'est l'amortissement de la période qui est égal au montant de l'emprunt, 40 000, le capital emprunté, plus l'intérêt de la période 4 000, ça nous donne 40 4 000. Très facile à compléter, à remplir. Et puis on calcule le coût de l'emprunt. Le coût de l'emprunt dans ce cas, toujours la même formule, est égal à la somme des annuités moins des zéros. Donc 4 000 plus 4 000 plus 4 000 plus 44 000 moins 40 000, ça vous donne 16 000. Et si on fait la somme des intérêts, on va trouver la même chose. 4 000 plus 4 000 plus 4 000 plus 4 000 est égal à 16 000. La question qui se pose à ce niveau, quelle est la meilleure procédure? On peut comparer puisqu'on a ici, on a travaillé sur le même exemple. La meilleure procédure de remboursement pour un emprunteur est celle dont le coût de l'emprunt, c'est-à-dire la somme des intérêts, est le plus faible. Autrement dit, la somme des intérêts est la plus faible. Donc, ça dépend dans quelle logique vous vous situez. Pour l'emprunteur, le coût de l'emprunt le plus faible. Pour le prêteur, celui qui prête, bien sûr, le coût de l'emprunt, c'est il doit être le plus grand. Doit avoir le maximum de gains. Voilà. Donc, récapitulant, le cas d'un remboursement final avec constitution. Maintenant, le cas d'un remboursement final avec constitution d'un fonds d'amortissement. Ça, c'est un cas très intéressant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Faites attention, ici, c'est le cas d'un remboursement final, mais en même temps avec constitution d'un fonds d'amortissement. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contracte un emprunt, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle effectue en parallèle un placement. Pourquoi? Quel est son objectif? L'objectif est d'atténuer le coût de l'emprunt. Mais bien sûr, pour ce faire, le taux du placement doit être supérieur au taux d'emprunt. C'est-à-dire pour que ce soit intéressant de constituer un fonds d'amortissement, il faudrait que le taux de placement soit supérieur à celui du taux de l'emprunt. Pour bien assimiler ce que je viens de vous dire, on va reprendre l'exemple précédent. Mais cette fois-ci, la procédure utilisée, bien sûr, est celle d'un remboursement final, mais avec constitution d'un fonds d'amortissement. Avec constitution d'un fonds d'amortissement. C'est-à-dire, la personne, elle contracte certes un emprunt, mais en même temps, elle effectue en parallèle un placement.
Donc, une personne emprunte un capital de 40 000, auto annuel de 10%, remboursable par le versement en fin de chaque année de 4 annuités. En parallèle, elle constitue pendant les 4 années un fonds d'amortissement propre, c'est-à-dire une valeur acquise égale au montant de l'emprunt, à savoir 40 000 en effectuant un placement de 4 annuités constantes à un taux égal à 13%. Donc ici, le taux de placement, il est de 13%. Donc il est supérieur au taux d'emprunt qui est de 10%. C'est pour cela qu'on va voir comme quoi cette modalité est très intéressante. Afin de calculer le coût de l'emprunt, on calcule d'abord ce que l'emprunteur doit verser à la banque. Donc, afin de calculer le coût de l'emprunt, on calcule d'abord ce que l'emprunteur doit verser à la banque. On a déjà calculé la somme des intérêts versés à la banque dans le PowerPoint précédent. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le coût de l'emprunt est égal à la somme des intérêts versés qui était de 4 000 fois 4. Donc, 4 000 fois 4, ça nous a donné 16 000 dirhams comme coût de l'emprunt. Dans le cas d'un remboursement final. Vous vous rappelez, voilà le tableau qu'on avait vu. Maintenant, il nous reste à déterminer l'annuité versée chaque année pour constituer, parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Il a effectué un emprunt, mais en même temps, en parallèle, un placement dans le but de constituer un fonds, dans le but d'avoir une valeur acquise de 40 000 dirhams. Donc, il nous reste à déterminer l'annuité versée chaque année pour constituer un fonds propre, une valeur acquise de 40 000 dirhams. On sait que la valeur acquise, d'après le cours de la dernière séance, est égale à A fois 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I. Donc, A, l'annuité est égale à 40 000 fois 0,13 divisé par, application numérique, 1,13 à la puissance 4 moins 1, ça vous donne 8 247,815 dirhams. Ainsi, pour constituer son fonds d'amortissement, il doit verser à la banque, chaque fin d'année, il doit verser 8 247,815. Et donc, si on le multiplie par 4, ça vous donne 32 991,26. Soit un total donc de 4 000 fois 4 plus 8 247,815 fois 4, c'est-à-dire 16 000 plus 32 991,26. Ça vous donne 48 991,26 dirhams. Donc, la personne, elle doit verser à la banque 48 991,26 dirhams. Qu'est-ce qu'on avait? La personne, elle a reçu 40 000. Et elle doit verser à la banque 48 991,26. Par conséquent, le coût de l'emprunt est égal à ce qu'elle a versé moins ce qu'il a reçu. 48 991,26 moins 40 000, ça vous donne 8 991,26. La question qui se pose à ce niveau, quelle est la meilleure procédure? La meilleure procédure de remboursement pour un emprunteur est celle dont le coût de l'emprunt est le plus faible. Nous avons vu que dans le cas des annuités constantes, le coût est égal à 10 475,328.
Quant aux amortissements constants, le coût est égal à 10 000. Il est clair que la procédure la moins coûteuse dans cet exemple est bien celle d'un remboursement final avec constitution d'un fonds d'amortissement puisque le coût est égal à 8 991,26. Donc, merci pour votre attention. J'espère que vous allez revoir toutes les séances dès le départ pour bien assimiler le contenu. Merci pour votre attention et bon courage.